Bonjour et bienvenue dans cette interview où aujourd'hui enfin nous accueillons un homme parce que c'est rare. Je suis vraiment ravie de vous présenter et de vous faire connaître Frédéric Chadelas. On D'accord. prononce le S ou pas? On le prononce pas. Il est D'ac- juste pour le fait qu'on est plusieurs dans la famille. D'accord. Donc avec plaisir que je vous présente aujourd'hui Frédéric Chadelas. Il est actuellement en Belgique, mais je pense qu'il peut intervenir dans le monde entier grâce aux nouvelles technologies. Ce qui fait l'intérêt du métier actuellement. Et donc, Frédéric, je vais te demander de te présenter. Bonjour, Frédéric. Bonjour Nathalie, un tout grand merci. Bonjour à tous. Alors, pour me présenter, je suis Frédéric Chadela. J'ai 50 ans et je suis coach professionnel depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Euh, je vais me présenter rapidement, je vais présenter rapidement mon parcours. À 20 ans, j'ai fait une école de commerce à Paris. Je suis français, donc voilà, j'étais en France et j'ai fait une école de commerce à Paris. En dernière année, j'ai créé une entreprise. Donc l'option d'entreprise, l'option dans l'école en dernière année, c'était création d'entreprise, marketing et création d'entreprise. Et donc j'ai fait naturellement une entreprise en dernière année. Euh, donc j'avais 24 ans. Donc première expérience professionnelle à 24 ans, ça a été de créer une entreprise. Euh, j'ai tenu cette entreprise pendant 5 ans et j'ai fait un dépôt de bilan. L'entreprise, c'était des titres-services. J'ai inventé les titres-services pour les employés de maison à Paris avec un système d'achat d'heures prépayées, donc des carnets de tickets que les particuliers achetaient et les employés de maison venaient. Ça a été remplacé aujourd'hui par les titres-services aujourd'hui. Et puis après le dépôt de bilan, ça a été une situation un peu compliquée avec ma famille, donc marié, 3 enfants. Je me retrouve sans revenus. Donc je me suis fait embaucher dans une entreprise de télécom. C'était la déréglementation des télécoms. Donc je suis rentré dans les télécoms. J'ai 28 ans et alors c'était génial parce que c'est des nouveaux métiers et je suis très vite devenu directeur commercial et cette société m'a envoyé en Belgique. À 30 ans, je me retrouve directeur commercial en Belgique pour une boîte américaine. Donc c'est vraiment l'année 2000. Et donc j'ai accepté un challenge de déplacer ma famille et de venir découvrir la Belgique. Et depuis, je n'ai pas bougé. Je suis en Belgique depuis maintenant 20 ans. Et, euh, et voilà, j'ai fait toute ma carrière, je vais dire professionnelle, ici en Belgique. Donc en arrivant, j'étais directeur commercial pour cette société de télécom. Le Nasdaq s'est effondré fin d'année 2000 et les Américains ont décidé de fermer la société en Belgique et en Europe. Et donc je me suis retrouvé sur le carreau. Et naturellement, j'ai continué l'activité. Donc j'ai recréé une autre entreprise et pendant 7 ans, j'ai été patron d'une société, j'ai levé des fonds, j'ai eu des associés. On a plutôt bien marché pendant 7 ans. C'était sur des cartes de téléphone prépayées, le concept de la carte de téléphone que l'on vendait dans les librairies. Donc j'avais comme réseau de distribution toute la Belgique, en Flandre et en Wallonie ainsi qu'à Bruxelles. Et voilà, le Skype est arrivé. Donc là, on est en 2007, c'est la naissance de Skype. Et Skype, Internet, les communications sur Internet ont révolutionné le marché de la carte. Donc j'ai vendu l'entreprise et je me suis fait embaucher chez Orange. Donc j'ai bossé pendant 5 ans comme manager dans le groupe Orange, ici en Belgique. Je peux vous assurer que quand on passe de patron de société même si c'était une PME, à un grand groupe Orange, au début, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'ils ont vu que j'étais un entrepreneur? J'ai un profil un peu entrepreneur, un peu proactif, même beaucoup. Et en fait, voilà, j'ai su apprendre les grandes entreprises, donc la politique interne. J'ai navigué, ouais, ça me plaisait vraiment beaucoup.
J'ai vraiment adoré ce passage chez Orange. Ensuite, je suis devenu le directeur d'un câbleau distributeur. Alors, les câbleaux distributeurs en Belgique, c'est le câble. Donc, c'est ce qu'il y a en France avec le câble. Donc, quand on est abonné au câble dans les grandes villes, il y a le câble. Ici, la politique en Belgique, c'était le câble par défaut. Il n'y avait pas de râteau et d'ondes hertziennes pour la télé. Donc, c'était tout via le câble. Je suis devenu directeur de ce câbleau distributeur que j'ai vendu. Donc, je me suis occupé de la vente de ce câbleau distributeur, une belle vente de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui a été à mon actif. Je me suis retrouvé, donc je l'ai vendu à SFR, Belgique, et je me suis retrouvé directeur du service client et directeur stratégique chez SFR Belgique en tant que consultant. Donc là, je suis redevenu indépendant, j'étais plus salarié, j'étais indépendant. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé chez SFR. SFR avait décidé de vendre sa branche belge, et donc je me suis occupé de la vente de SFR Belgique, qui a été racheté par le plus gros opérateur de Belgique. Voilà. Et puis après, je suis resté consultant. J'ai été consultant pendant 2 autres années dans des startups et dans des PME. J'ai vraiment insisté sur et travaillé auprès de dirigeants dans la stratégie. Et puis il me manquait une donnée, c'était il y a 2 ans, il me manquait une donnée très très importante à mon sens, c'était le côté humain. Donc toute ma carrière professionnelle, c'était dans le monde de l'entreprise, et le caractère humain de l'entreprise me manquait très très fort, et je me rendais compte qu'en avançant, j'avais de plus en plus besoin de m'occuper des gens, de m'occuper de l'humain, de faire attention aux gens. Bon, il se trouve que depuis que je suis coach, je connais mes valeurs et que j'ai une valeur bienveillance assez développée. Et en fait, cette valeur n'était pas tellement ou pas souvent honorée dans mes différents métiers précédents. Et le fait de devenir coach, ça a été une révélation. J'ai intégré cette notion de bienveillance auprès des personnes. Et je me rends compte que dans l'entreprise, ça génère une sacrée plus-value. En fait, dès qu'on embarque les gens dans des projets professionnels, alors l'entreprise prend une toute autre dimension. Il y a une autre teinte, une autre couleur. Les gens sont contents de venir travailler, sont heureux et développent beaucoup plus de performance et d'attention pour leur entreprise. Ils sont plus impliqués dans leur travail. Et ça, c'est tout un bénéfice. Tout le bénéfice est pour l'entreprise. Donc, voilà. Ouais. Ah oui, très bien. Donc mon métier de coach, j'ai décidé de devenir coach. Alors, naturellement, j'ai cherché une école. J'ai fait une première école à Bruxelles qui a duré 5 mois. Et j'ai enchaîné directement sur l'INA à Paris. Alors, l'avantage de l'INA, et ce qui me manquait dans ma première école, c'est l'approche neurosciences. L'INA a vraiment orienté, David Lefrançois a vraiment cet atout et cet apport fondamental lié aux neurosciences. Comment le cerveau fonctionne, comment il est construit, pourquoi nous raisonnons de cette façon, pourquoi nous avons ces orientations. Alors après, on peut développer les blocages que nous avons en nous, toute la partie, bien évidemment, des valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les besoins, toutes ces choses-là, avec l'approche neurosciences, c'est juste extraordinaire. Dès qu'on touche aux neurosciences, on comprend, mais tout devient limpide en fait. On comprend tout et tout devient limpide. Alors ce qui est génial, c'est qu'on ne demande pas que les personnes connaissent les neurosciences, mais de pouvoir les accompagner toujours avec ce fond neurosciences, c'est juste prodigieux. Enfin, moi, j'adore. Donc, je coach beaucoup sur base des neurosciences. D'accord. Et qui est-ce que tu coaches, toi tu te destines à coacher quel genre de public? Alors, j'ai coaché, à travers l'école, on est amené à coacher des particuliers dans un premier temps. Déjà, on se coach entre nous. Alors ça, c'est assez génial. C'est que dans le coaching
moi, j'ai appris dans la première école à ce qu'on puisse se coacher entre nous. Là, c'est vraiment un creuset dans lequel on peut découvrir beaucoup de choses. Et puis très vite, on a nos premiers coachés que l'on trouve très facilement dans des coachings gratuits. Et donc, je me suis naturellement orienté vers le coaching de vie. Et alors, bizarrement ou pas, on attire ce qui nous ressemble. Oui. Je me suis retrouvé avec des personnes qui avaient des demandes liées au travail. Et donc, j'ai coaché des personnes qui sont dans le privé, donc des personnes privées, individuelles, mais qui se posent des questions liées au travail. Et donc, j'ai accompagné des personnes qui étaient en reconversion professionnelle ou en questionnement. Est-ce que vraiment j'ai envie de travailler dans cette entreprise? Est-ce que j'ai envie de faire ce boulot? Si je devais faire un autre boulot, vers où je m'orienterais? Pourquoi j'ai du mal? Pourquoi j'ai des blocages? Pourquoi j'ai des problèmes liés au travail? Et donc, j'ai coaché des personnes en individuel liées au travail. Et j'ai commencé aussi des dirigeants. Donc, je coach aussi des dirigeants d'entreprises. Alors, c'est vraiment génial parce que avant, je rencontrais des dirigeants avec ce côté moi, je sais. Donc, le consultant, c'est quelqu'un qui est censé savoir, même s'il ne sait pas. Mais en tous les cas, on s'attend à ce qu'il sache. Et il fait lui-même les choses dans l'entreprise. Donc, il occupe une fonction dans l'entreprise et il réalise des choses, que ce soit en stratégie, en marketing, service client, dans n'importe quelle fonction, il arrive en fonction de ses prérogatives et il développe dans l'entreprise, pour l'entreprise. L'approche coaching est complètement différente et c'est juste éblouissant. C'est-à-dire que on ne fait pas dans l'entreprise. Le coach ne réalise pas les choses. La personne est full autonome. Et ça, c'est une donnée principale et prédominante. Le dirigeant, je ne fais pas à la place du dirigeant. C'est le dirigeant qui est maître du jeu. C'est le dirigeant qui décide ce qu'il veut, vraiment là où il veut aller, déjà ce qu'il a envie de travailler. Et puis en fonction de son énergie, naturellement, les choses se placent et se posent, mais c'est lui qui reste maître du jeu. Et ça, à mon sens, c'est capital. Moi, quand j'étais dirigeant, j'aurais jamais supporté que quelqu'un vienne diriger à ma place ou vienne me donner des directions ou des conseils. Pour moi, c'était très compliqué en tant que dirigeant. Mais ici, je le vis. Je laisse les dirigeants vraiment aller où ils veulent. Mais je suis juste là en support pour poser les questions, essayer de faire en sorte que le dirigeant comprenne là où il va, là où il est d'ailleurs, et ce qu'il a envie de faire. Un dirigeant, pardon. Non, non, c'est que je suppose effectivement que toute ton expérience professionnelle d'avant, finalement, fait finalement toute cette expertise que tu as du monde de l'entreprise et de la, des nécessités des dirigeants, des besoins qu'ils ont et de leur manière de voir les choses, puisque toi tu l'as été aussi, ça te permet finalement de beaucoup mieux les accompagner et de vraiment, comme tu dis, poser les bonnes questions et ça, c'est évident, c'est bien. C'est, je pense, l'atout que j'essaye de développer. La principale problématique d'un dirigeant, à mon sens, hein, et ça se vérifie très souvent, c'est la solitude. En fait, Oui. on ne se rend pas compte du tout, et je pense qu'avec le Covid, ça va être encore pire. Le dirigeant, il se sent seul, en fait. C'est très très compliqué. Un dirigeant, il est responsable, bien sûr, de son entreprise, il est responsable du chiffre d'affaires, de la marge, des charges, il est responsable d'une équipe, et avec toutes ces casquettes, il se positionne comme quelqu'un qui sait, ou en tous les cas, les autres attendent qu'il sache. Mais lui, il a beaucoup de mal à se retrouver en face de quelqu'un, en fait. Il n'a pas de patron, même si je pense que ses deux patrons principaux, ce sont ses clients et son banquier. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une situation comme nous avons vécu ou comme nous vivons, je pense que c'est encore plus vrai. Il faut vraiment choyer ses clients et donc
ben, choyer ses clients, c'est comme un employé qui doit ben, prendre en compte son patron. Donc, vraiment, le chef d'entreprise, il doit s'occuper vraiment de ses clients et de son banquier. Et on ne se rend pas compte à quel point il est seul. Il est seul dans ses pensées, il est seul face à ses responsabilités, il est seul quand il y a des problèmes qui arrivent dans l'entreprise, des problèmes de paiement, des problèmes de fin de mois. Et dans une entreprise, il y a toujours des petits soucis qui arrivent, des collaborateurs qui sont malades, qui sont absents, qui se chamaillent, qui ne sont pas positionnés comme il faut. Il y a toujours des problèmes et le patron se positionne vraiment comme étant ben, la solution à tous les problèmes. Et ben, lui, qui s'occupe de lui, il n'y a pas Alors tellement de personnes. justement, toi, tes interventions, tes accompagnements, ça va mener ces patrons, ça va les mener où finalement? Où est-ce que toi tu veux les amener? En fait, l'important, moi, ce que j'essaye de faire avec eux, c'est qu'ils soient alignés. Donc, D'accord. l'alignement d'un dirigeant, c'est le fait qu'il a une vie privée et il a une vie professionnelle Mhm. et qu'on se rend compte qu'un patron combine souvent les deux en même temps. Et c'est ça le plus difficile. C'est de pouvoir aligner sa vie privée avec sa vie professionnelle. C'est d'aligner ses valeurs avec son entreprise. C'est d'aligner ses besoins avec son entreprise. Et donc, tout le travail que je fais avec eux, c'est de découvrir ben, qui ils sont vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, et est-ce que l'entreprise qu'ils ont créée, qu'ils adorent, c'est leur bébé, on va pas un dirigeant son entreprise, c'est vraiment fondamental. Ils sont vraiment très accrochés à leur entreprise. Et j'ai pas grand-chose à dire sur son entreprise. Par contre, j'ai juste à le guider, à l'accompagner pour faire en sorte qu'il soit pleinement ben, dans la place de dirigeant, qu'il soit vraiment dans un fauteuil très confortable. Et si possible, aligné avec sa vie privée. D'accord, d'accord, oui. Effectivement, c'est capital de bien équilibrer ces pôles de vie, quoi. Et c'est c'est Je bien. pense que l'isolement, moi je l'ai découvert il y a très longtemps parce que quand j'avais ma première société, déjà j'étais confronté à l'isolement. On ne se rend pas compte comment les patrons sont seuls. En fait, quand on regarde un patron et qui est face à ses soucis, euh, ben en fait il peut se tourner vers qui? Il peut se tourner vers sa compagne, vers Mhm. sa femme, mais s'il se tourne vers elle, il va lui envoyer des signaux qui ne sont pas forcément positifs. S'il est angoissé, s'il a envie d'échanger avec elle, eh ben, il va peut-être la stresser. Or, s'il la stresse, ben, après lui, il va lui-même être stressé. Il ne peut pas forcément parler à ses employés ou même ses collaborateurs parce que ben, s'il leur parle, ça peut être difficile. Ils peuvent se poser des questions, se remettre en cause. C'est compliqué. S'il a des associés, c'est aussi compliqué de parler à des associés qui attendent un return capital. Je parle de capital ici, pas de capital social. Donc, ils attendent du rendement. Si ils commencent à angoisser, à envoyer des signaux, il y a ça ou ça qui ne va pas, ça devient compliqué. Il ne peut pas parler à son banquier parce qu'il a besoin toujours de lui montrer une face très positive, très proactive. Il doit toujours être dans l'énergie géniale et positive. Il ne peut pas parler à ses clients, bien évidemment, parce qu'il doit monter un visage topissime, c'est le meilleur, et son entreprise est le meilleur. Il se retrouve un peu seul. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc, alors le consultant était déjà une bonne approche, Mhm. mais le consultant fait des choses, donc il y a un lien, un peu de subordination, je veux dire. Un patron, quand il a un consultant, bah, il passe commande. C'est un sous-traitant, et il passe commande, et il lui demande d'intervenir sur tel ou tel sujet. Ben, je trouve que le coach est vraiment l'alternative exceptionnelle pour le patron. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une synergie qui peut être faite entre consultant et coach? Est-ce que c'est deux métiers qui peuvent se fusionner un peu? Est-ce qu'il y a... Alors, je pense qu'il faut, comme je disais, le consultant, il réalise des choses, donc il apporte une expertise métier. Mhm. Le coach, il accompagne le dirigeant, donc il est sur l'expertise personnelle, il est sur le mindset et sur le personnel. Alors, je trouve que d'avoir été consultant, moi, ça me donne une dimension très intéressante parce que je connais les attentes
des dirigeants. Donc on a très bien compris qu'est-ce qui fait ta spécificité, qu'est-ce qui fait que tu es un coach différent des autres dans ta spécificité vers les dirigeants d'entreprise, on va dire. Mhm. Qu'est-ce que serait ton actualité à moyen terme, à long terme? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Euh, Alors, pour l'instant, avec la période qu'on vient de vivre, très compliquée du confinement, je pense aujourd'hui que les entreprises et les dirigeants, mais d'abord le dirigeant, puis ensuite les entreprises sont un peu perturbés. Mon idée est de pouvoir accompagner des dirigeants à travers des programmes de coaching mhm. que je suis en train de monter, de pouvoir accompagner des dirigeants en coaching, mais de le faire via Internet. Donc, le support Internet me paraît prédominant. En fait, on n'a pas besoin pour coacher, enfin moi je le fais depuis le confinement, je le faisais un peu avant, et puis depuis le confinement, j'ai vraiment développé cet axe virtuel qui me semble juste exceptionnel. Déjà parce qu'on ne perd pas de temps, ensuite parce qu'on est efficace, on prend un rendez-vous, on ne perd rien dans la notion de visio. On peut, enfin moi je réussis à attraper euh, toutes les, euh, toute l'énergie d'un dirigeant à travers la discussion et puis le fait de se voir dans les yeux, dans les mimiques, le travail qu'on peut faire en visio, on ne perd pas tellement de choses dans le coaching. Le travail se fait exactement de la même façon. Je travaille avec de l'écrit, avec des outils, et donc je demande aux personnes de rédiger des choses. Ils le font sur leur bureau. On prend un rendez-vous, c'est tout à fait flexible, depuis le matin jusqu'au soir, voire même tard le soir. Ça reste hyper confortable pour tout le monde. On n'a pas besoin de perdre du temps dans les déplacements. Ensuite, Alors Frédéric, ben, c'était vraiment intéressant tout ce que tu nous racontes comme ça sur le monde de l'entreprise et du dirigeant d'entreprise. oui. Parce on a déjà accueilli Mario Leucci qui lui accompagne dans les équipes en entreprise. Mhm. Et je trouve que ton positionnement à toi est intéressant aussi au niveau du chef d'entreprise, du dirigeant. C'est très complémentaire finalement. Alors, j'ai envie de te demander des questions que je pose un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu as une phrase fétiche qui te porte, toi, que tu pourrais nous partager? J'ai surtout une sorte de devise Oui. euh, qui est, euh, ne restez pas seul et mettez-vous en action. Ouais. Euh, En fait, vraiment la solitude, je reviens sur ce point qui me semble primordial parce que je vois bien dans le coaching, quand on a des blocages, on reste vraiment coincé, on reste bloqué. Alors on procrastine, on fait des évitements, on met en place des stratégies d'évitement. On rencontre ça dans le coaching tout le temps. Et souvent, on reste seul avec cette problématique, on ne sait pas comment la gérer. Euh, Dès les premières séances de coaching, on se rend compte que les personnes demandent juste à se mettre en action. Et vraiment l'accompagnement que je réalise, mais je le vois, tous mes collègues, on est tous dans cette énergie. Le coaching, c'est vraiment l'accompagnement dans la proaction. Être proactif sur les choses, commencer à anticiper, commencer à réfléchir, où est-ce que je veux aller. Moi, j'avais cette image pour mes enfants. Je leur disais, mais bon, chaque jour, qu'est-ce que vous avez fait de mieux que hier? Est-ce qu'il y a une Mhm, petite progression que vous avez mis en place? mhm. Et je leur disais, si vous décidez pas de vos actions, de votre proaction, eh bien, c'est le vent qui va vous amener. Un peu comme à l'automne. C'est le vent qui décide là où les feuilles vont tomber. Je trouve ça assez dommage que ce soit des éléments extérieurs qui décident de là où on va aller. Alors, bien évidemment, la vie, moi je me retrouve en Belgique, c'est des jobs qui m'ont ramené en Belgique, donc il y a des événements qui font qu'on se retrouve à droite, à gauche, mais c'est bien de pouvoir contrôler une partie et d'être un peu maître de son destin. C'est un peu le but du coaching, effectivement, rendre la personne autonome d'en prendre les rênes de C'est sa ça. vie et mener, ouais, ouais, et mener sa vie là où elle a envie qu'elle aille. Très, très bien. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune coach qui débute? Alors, formation. On ne peut pas s'improviser coach, c'est impossible. Moi, je pensais, en étant consultant, en fait,
Tout à fait au début, quand j'étais encore consultant, il y a un dirigeant qui m'a dit écoute, moi j'aimerais bien que tu me coaches. Et c'est comme ça que ça m'a un peu amené à cette réflexion. Et je me suis dit j'ai besoin de me former. Et donc trouver la bonne école, c'est primordial. Euh, il faut. Alors bon, bien sûr, l'INA, j'ai la chance d'avoir fait deux écoles. Donc je vois les différences de l'une et de l'autre. Et je vois surtout la complémentarité des deux écoles. L'INA est extrêmement complète, avec toute l'approche coaching, mais surtout neurosciences, c'est-à-dire vraiment expliquer pourquoi et comment on peut évoluer. Mais en tous les cas, on ne peut pas s'improviser coach, c'est impossible. Il y a déjà toute une éthique à maintenir, il y a une déontologie à respecter, on doit être très bienveillant, extrêmement bienveillant avec nos clients, on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai toujours en tête, souvent je me pose des questions avant de poser les questions. Le coaching, c'est de l'accompagnement par des questions, par du questionnement. On fait poser les questions à la personne. Ces questions remontent à la conscience, là où elle en est, où elle veut aller. Et donc, par le questionnement, on avance dans le coaching. Souvent, je me pose la question avant et je me dis, attention, est-ce que cette question va déclencher quelque chose? Est-ce que cette question n'est pas perturbante, agressive, problématique? Qu'est-ce que ça va générer chez la personne? Je me pose vraiment ces questions avant pour être certain que je ne vais pas perturber quelque chose chez la personne. C'est capital. Et ça, on le voit que dans les écoles. Bien sûr, à l'INA, c'est prédominant, David, est très sensible, je pense, à cette approche de bienveillance. On est vraiment formé dans cette éthique et cette déontologie, et c'est capital à mon sens. Oui, le coach est là et puis le coach est là pour faire prendre une distance par rapport à sa propre vie, c'est par le questionnement, comme tu dis, et du coup, cette nouvelle vision qu'on a de soi, de sa vie et des gens autour de nous, tu as tout à fait raison, elle est perturbante au début et puis finalement, c'est magnifique de se voir avec une certaine perspective et de finalement de voir déjà qu'on n'est pas si mal que ça, qu'on ne s'en sort pas si mal que ça, et puis de pouvoir justement pointer les points d'amélioration et comme dit David Lefrançois, pour devenir une meilleure version de soi-même. J'aime beaucoup cette expression. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, on ne s'improvise pas coach, et d'où l'importance d'une formation. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être coach, c'est donner des conseils, c'est dire aux gens tu devrais faire ça, alors que c'est l'antithèse du coaching. Donc on va rester là-dessus, Frédéric, on ne s'improvise pas coach, et merci beaucoup, vraiment ça a été extrêmement intéressant. Et voilà, je dis aux spectateurs que toutes tes coordonnées vont se retrouver sous la vidéo. Je sais que tu n'as pas encore monté ta page web, mais ça ne saurait tarder. Donc, on modifiera et on rajoutera sous la vidéo le lien vers ta page web quand tu nous la transmettras. Et donc, les gens peuvent te contacter directement. Exactement. Et ça, c'est important pour cette chaîne aussi. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre vous et les clients et les futurs coachés. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et de partager si vous pensez que quelqu'un pourrait être intéressé par le coaching que propose Frédéric. Merci, Frédéric. Merci à toi, Nathalie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt pour une autre interview. Au revoir. Au revoir.